Bienvenue dans Le Client, le podcast dédié aux innovateurs du service client. Je suis Marine Deck et ici, on transforme chaque interaction avec les clients en une réussite. Découvrez des stratégies audacieuses et des astuces pratiques adaptées à tous, des grandes entreprises aux startups dynamiques. Ce podcast est votre guide pour faire de votre expérience client un avantage compétitif. Abonnez-vous et embarquez pour un voyage inspirant au cœur de l'expérience client. Ces clés, ce sont celles de votre satisfaction client. Bienvenue dans la boîte à outils du client, votre accélérateur de croissance centré client. Un simple tour de clé vous donne accès à des ressources précieuses, des checklists pour améliorer l'expérience de vos clients, une compilation des meilleures pratiques tirées de nos épisodes de podcast et une formation complète pour augmenter votre chiffre d'affaires grâce à votre meilleur atout, vos clients. La boîte à outils du client, c'est votre passe-partout pour atteindre un niveau supérieur dans la gestion de vos relations clients. Cliquez sur le lien dans la description et commencez votre transformation dès aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Michael Pudlowski. Michael est associé dans les équipes digitales et customer de KPMG et ensemble, aujourd'hui, on va pouvoir parler de la 5e édition de leur étude qui vient tout juste de sortir. C'est l'étude Customer Experience Excellence. Bienvenue Michael. Merci beaucoup, bonjour à vous. Donc effectivement, je suis Michael Pudlowski, je suis associé, comme vous l'avez très bien dit, dans les équipes qu'on appelle Digital et Customer chez KPMG, au sein d'un gros pôle dédié à la technologie qu'on appelle Connected Tech, qui regroupe 1300 personnes spécialistes sur tous ces sujets. Et KPMG, c'est, comme vous le savez peut-être, un des plus grands cabinets de conseil et d'audit dans le monde, qui a déjà plus de 100 ans en France, qui est maintenant une entreprise à mission. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette étude, de cette 5e étude qui vient de sortir? Peut-être déjà, comment est-ce qu'elle est née, cette étude, initialement? Et après, on pourra enchaîner sur les résultats de cette 5e édition. Alors cette étude, elle a 12 ans maintenant dans le monde. Elle est née en Angleterre. Il y a quelques années, KPMG a vu l'importance que prenait l'expérience client, a décidé d'investir dans un institut de sondage, dans sa propre méthodologie, pour mieux comprendre les grands leviers de l'expérience client. En 2023, c'est 21 pays qui ont participé à cette étude, et chaque pays fait sa propre analyse sur son propre périmètre. En France, c'est un panel de 7000 consommateurs qui ont été interrogés à l'été 2023 pour parler de leur expérience en contact direct avec les marques durant les 6 derniers mois. C'est sur plus d'une dizaine d'indicateurs qui nous ont répondu avec de nombreux verbatim. Et chez nous, c'est 40 consultants experts qui ont œuvré pour analyser ces résultats, découvrir un peu les tendances et finalement classer ces marques dans ce baromètre de l'expérience client, comme vous l'avez bien dit, qui est sur sa 5e année aujourd'hui, qui est sorti le 6 mars. Exactement, oui. Et vous pouvez retrouver le lien pour accéder à l'étude directement dans le descriptif de l'épisode. Cette année, vous avez donné un titre qui est de l'inflation à la disruption, crise existentielle autour de l'expérience client. Moi, ce que j'aimerais peut-être aussi, c'est savoir comment est-ce que on peut aujourd'hui décrire finalement le contexte d'inflation et quel est son impact sur l'expérience client à travers les différents secteurs que vous avez sondés dans cette étude. Effectivement, l'inflation, ça a vraiment été un élément phare, j'ai envie de dire des 2 dernières années en fait, pas juste de l'année dernière, mais qui continue d'ailleurs en partie à nous affecter. Et on le voit très fortement dans la perception des clients. Et c'est la première année depuis la création de l'étude qu'on a une forte baisse, toute la perception sur quasiment tous les indicateurs et pour tous les secteurs. Certains s'en sortent mieux, mais néanmoins, on sent qu'il y a quand même vraiment un bousculement, tension sur l'expérience client. Et aujourd'hui, l'inflation, quand on a interrogé les clients, c'est 2 sur 5 qui nous disent qu'ils ont dû ajuster leurs achats à cause de cette crise. Donc c'est forcément des prix en hausse qui ont des impacts forts sur leur pouvoir d'achat et des attentes supplémentaires. Sauf qu'aujourd'hui, les marques ont pas toujours été au rendez-vous des attentes, passeraient les sujets de la shrinkflation et des services qui s'amenuisent. Mais là où les clients attendaient finalement plus de services, une meilleure expérience avec un prix qui augmentait, ils ont plutôt eu moins, et ça se ressent très fortement. Ça va aussi d'ailleurs dans un mouvement de consommer moins, consommer mieux. C'était l'occasion ou jamais, et comme il y a des grandes tendances un peu sous-jacentes à tout ça, ils ont fait des choix, les consommateurs, et sans une meilleure expérience client, cette augmentation des prix, elle n'est pas toujours justifiée, on le ressent très fortement dans ce lien avec les marques. Et alors, quelles sont les principales tendances que vous avez identifiées concernant l'expérience client dans ce contexte économique qui est difficile, comme vous venez de le dire? Tous les secteurs sont pas égaux. Comme disait, l'inflation a eu un impact très très fort partout. Ce qu'on pourrait dire peut-être, c'est il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'en sortir mieux? Finalement, c'est pas qu'ils ont tellement fait quelque chose en urgence, c'est qu'ils avaient déjà les basiques. Les basiques, c'était une omnicanalité qui travaillait depuis des années, un digital au rendez-vous, un brick and mortar souvent toujours là, avec un niveau de service qui est là. On voit d'ailleurs que certains micro-secteurs comme le luxe s'en sortent très bien, parce que le prix est peut-être un peu moins impactant pour eux, mais ils sont quand même impactés. Mais c'est surtout cette agilité, cette capacité à personnaliser, adapter son offre dans
ces moments un peu de crise, qui a permis à des marques de s'en sortir. Elles ont continué à investir d'ailleurs dans le digital, elles ont pas forcément tout coupé, elles ont fait des choix. Elles ont ralenti certaines dépenses, parfois d'ailleurs au détriment du brick and mortar, et on a vu des magasins fermés, on a vu des choix assez forts faits autour de cette expérience client, et on se dirige toujours vers plus de self-service, toujours vers une expérience digitalisée, ce qui peut être bien ou mal perçu selon les secteurs. Ils ont aussi renforcé pas mal d'ailleurs leur centre de relations clients. Ce sont des éléments qui sont devenus névralgiques, notamment depuis le Covid. C'est souvent vu comme un centre de coûts un peu gênant. Pendant des années, on l'avait externalisé. Et là, on s'aperçoit que depuis 2 ans, ils sont réinternalisés, on remet de la valeur, et on se dit, en fait, ça, c'est pas forcément un centre de plainte. Moi, j'ai des clients aujourd'hui qui me disent, c'est 15% uniquement de gens qui appellent pour un problème. Donc le reste, ils viennent pour de l'avant-vente, ils viennent pour du conseil, ils viennent pour autre chose. Donc c'est un élément qui est devenu essentiel pour justement offrir cette expérience, et tout au long d'ailleurs de ce cycle de vie, ce parcours du client. Ok, je me permets juste une petite capsule. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est brick and mortar pour les auditeurs et auditrices qui ne sauraient pas ce que c'est? C'est vraiment la partie, on va dire, boutique, la partie plus physique dans laquelle je vais. C'est vrai que quand on parle d'omnicanalité, ça semble une évidence aujourd'hui, mais en fait aujourd'hui, le bras physique des marques est relié par un bras digital. Alors il y a des pure players évidemment, et c'est important d'avoir les deux. Et d'ailleurs le monde est de plus en plus fongible, parce que quand on va aujourd'hui dans une boutique, si vous aimez par exemple le monde de la cosmétique, vous allez dans un Sephora, vous allez voir que le digital est partout maintenant, dans les machines, dans la main des vendeuses, et inversement, vous allez pouvoir avoir des possibilités de plus en plus riches de faire du digital vers le physique et du physique vers le digital. Donc c'est ce monde effectivement plus réel, ces réseaux physiques mais de proximité qui sont toujours très plébiscités quand même par les clients, et on voit d'ailleurs que dans les tops des marques, souvent on a des marques qui ont ces réseaux de proximité qui sont présents partout en France et qui créent cette intimité client. Et alors du coup, ce que j'entends dans finalement l'analyse macro de l'étude, c'est que, ok, il y a un contexte inflationniste, donc les consommateurs sont obligés de faire des choix. Est-ce qu'ils vont forcément privilégier des choix qui leur délivrent une meilleure expérience client, ou est-ce que de manière générale, en fait, ils ont l'impression, le ressenti que les marques ne sont pas au rendez-vous sur l'expérience client qu'elles délivrent dans ce contexte inflationniste? J'aurais envie de dire les deux. Je pense qu'effectivement, il y a eu une certaine déception vers certaines marques, et quand vous augmentez très fortement vos prix et que vous offrez un service qui est réduit, il y a forcément cet effet, l'impression parfois de parler vulgairement de s'être fait avoir, et de pas avoir exactement assez. Encore une fois, de quel secteur parle-t-on? Quand on parle du retail, c'est très direct, c'est qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre panier de courses, qu'est-ce que vous êtes capable d'acheter aujourd'hui avec le même budget qu'avant. Quand on parle de l'énergie, parfois on le subit. On n'a pas l'impression de vraiment pouvoir choisir. Alors les marques essayent de s'y atteler, essayent de proposer des outils, de pouvoir prendre le contrôle de sa consommation. Mais on a vu plein d'histoires, tout le monde en a vu, sur ces prix qui explosent, et puis une capacité à agir dessus qui est quand même très limitée et qui impacte le reste. Ça crée une volatilité très simple sur les attentes et sur la fidélité. Aujourd'hui, la fidélité à vie d'un client vers une marque est quand même assez challengée. Il y a évidemment des marques qu'on aime, mais on a un tel choix, on a une telle possibilité, et à un clic finalement, ou en se baladant dans une rue, mais surtout via le digital, on a une capacité à changer de marque de façon extrêmement facilitée, avec de nouvelles marques qui apparaissent tout le temps. Donc il est essentiel de créer ce lien proche avec le client. Dans ces périodes de crise, c'est d'autant plus essentiel. Et alors du coup, comment est-ce que les entreprises peuvent faire en sorte de maintenir, d'améliorer l'expérience client, et donc bien évidemment de concourir vers une fidélité? Certains n'ont pas attendu, heureusement. Elles avaient très fortement travaillé leur programme de fidélité, et elles ont beaucoup repensé ces programmes de fidélité qui étaient très transactionnels, qui étaient très basés sur vous achetez tant, je vous offre tant, qui sont devenus pour certains des programmes à usage, à l'utilisation du produit. C'est vrai que celui qui est souvent utilisé en exemple, c'est Decathlon. Aujourd'hui, le fait d'utiliser mes produits, le fait de pratiquer un sport, le fait d'être en communauté, de répondre, c'est cet engagement client finalement qui est récompensé. Et d'ailleurs, on peut donner un exemple qui a rien à voir dans l'e-sport, où on n'a pas forcément un accès aujourd'hui à une plateforme d'achat. La fidélité, elle se concrétise uniquement par de l'engagement. Il y a des programmes comme ça de gamification, de relationnel, où plus finalement je vais consommer de la vidéo, plus je vais être en proximité, plus je vais être finalement en relation avec la marque, plus je vais être récompensé. Et c'est une autre manière de traiter cette expérience. Tout n'est pas forcément 1 euro acheté, 1 euro offert, ce qui permet de créer une autre relation avec le client, et du coup de créer une relation un peu plus dans le temps. Après, il faut aussi garder en tête que le niveau d'exigence n'est pas le même en fonction des entreprises. Et on a vu ça dans notre étude. Les petites entreprises qui augmentent leur prix, elles ont quasiment 2 fois plus de soutien que les grandes entreprises qui le font. Donc il y a quand même une compréhension du client, de dire voilà, ma petite boutique de quartier, en tout cas elle augmente ses prix, je le comprends,
comprend, c'est 80% plus de clients qui disent c'est normal, alors que quand c'est un géant dont on entend parler tout le temps à la télé pour ses énormes marges, c'est moins de 50% qui là l'apprécient. Et je reviens sur les programmes de fidélité où effectivement, moi, je suis tout à fait alignée avec cette nouvelle tendance de faire des programmes à usage. Est-ce que c'est paradoxal par rapport à un contexte inflationniste, finalement, de sortir du programme qui est basé sur une récompense financière, ou est-ce que ça permet de faire un pas de côté finalement et de sortir, d'arrêter de penser que à l'argent et finalement de créer cette relation plus personnelle avec le client? Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. J'ai pas de doute que beaucoup de clients attendent toujours ce côté je gagne quelque chose, Ouais. j'ai un cadeau, il y a une générosité de la marque envers moi. En revanche, si je veux créer du lien, l'argent ça ne suffit pas. Je pense que tout employeur le sait, c'est pas le salaire qui est l'élément essentiel de sa relation avec son employé. C'est la même chose, comment je crée un autre lien, comment je m'intéresse à la personne, comment je personnalise finalement ce programme à la personne. Et tout le monde n'aura pas la même consommation, la même manière de faire. Et c'est pour ça que ces programmes finalement d'engagement expérientiel, comme on les appelle parfois, aujourd'hui, ils sont de plus en plus appréciés et le gain, ça peut être une exclusivité, ça peut être d'être invité dans un moment spécial, ça peut être dans la cosmétique, ça se fait de plus en plus des événements, on va venir vous faire découvrir finalement une nouvelle gamme, vous allez repartir avec des échantillons, vous aurez bu un verre de champagne, il n'y a pas forcément eu un gain, mais voilà, vous avez eu quelque chose de gratuit qui vous a plu, vous avez vécu quelque chose et ça crée une intimité avec la marque qui est pas du tout la même. Le souvenir de ça ou de 10 € de réduction quand vous allez acheter dans une grande enseigne d'alimentaire, c'est pas tout à fait la même chose. Et encore une fois, à mettre en perspective en fonction du secteur d'activité, de votre positionnement, de votre typologie client, etc. Et donc, du coup, dans cette lignée finalement d'innover, de tester des choses, quels sont les exemples d'innovation, notamment technologiques, que vous avez observés et qui ont eu un impact positif sur l'expérience client? La technologie aujourd'hui, c'est des plateformes entières qui sont dédiées à l'expérience client. L'innovation, pour moi, elle commence déjà par le fait que ces plateformes, elles se parlent, elles s'interconnectent et elles permettent aujourd'hui de faire des choses qui étaient un peu rêvées il y a 10 ans, qu'on appelait le sans couture, le temps réel. Et finalement, cette capacité qui tourne beaucoup autour de la data client. Je connais mon client, je suis capable quelque part d'apprendre qui il est. On appelle vulgairement capturer sa data, mais c'est un peu violent dans le terme, mais c'est la réalité. Je récupère de la data, mais j'en fais quelque chose. Je récupère la bonne data. D'ailleurs, j'ai des règles aujourd'hui qui me permettent de la récupérer dans les bonnes conditions. Et d'ailleurs, en transparence, je la traite en sécurité et je suis capable d'en faire quelque chose. Et ce quelque chose, il me permet de transformer complètement ma relation avec le client. Parce que je peux segmenter différemment, je peux personnaliser ce que je propose, je peux comprendre, voire identifier des tendances en cours sur ce que je fais. Et cette vue-là, elle est faite par la capacité à plein de briques IT qui étaient très complexes, aujourd'hui à se parler et dans des temps qui sont de plus en plus efficaces. C'est-à-dire le cœur aujourd'hui des sujets des grandes entreprises, c'est de faire en sorte que tout ça se parle et de casser les silos qu'ils ont en interne. Parce que pour le client, il n'y a qu'une seule expérience. Qu'on le veuille ou non, c'est pas parce que vous avez 40 systèmes et 10 manières de fonctionner que le client, lui, il doit vivre ça. Et ça permet même de réduire parfois un peu ce brouhaha, ce sursollicitation qu'on envoie vers nos clients en disant en fait ça sert à rien de lui envoyer la communication que j'envoie à tout le monde, il est intéressé que par ça, donc j'envoie quelque chose de très spécifique et peut-être moins souvent. Ce qui d'ailleurs est pas mal dans un monde de SG parce que ça a un impact tout ça le SG. Après, il y a des choses peut-être plus modernes en boutique. Je pense au clienteling. En fait, tous ces outils aujourd'hui dans les mains des vendeuses, alors qu'ils s'appellent plus des vendeuses, des assistantes, qui vont venir vous aider et qu'on va finalement augmenter à travers ces outils. Et c'est là où on va parler d'IA, on va parler d'algorithmie en tout cas. On va parler aussi d'une connaissance augmentée. Parfois, ce sont des gens qui bougent un peu plus souvent que d'autres. Donc, c'est intéressant pour elles d'avoir finalement cette capacité à répondre à vos questions dans un temps efficace, à vous connaître aussi, à vous reconnaître. Donc, pouvoir vous accueillir et à la fois répondre très finement à vos questions. Et puis après, si je me mets à l'opposé du scope chez des jeunes, l'élément technologique le plus marquant, je trouve, c'est la montée. Alors, c'est pas la montée des réseaux sociaux en tant que tels, ils existent depuis longtemps, mais la capacité de ces réseaux sociaux de type TikTok à intervenir en élément décisionnel, en influence, comme on dit, en micro-influence, dans les parcours d'achat. Et j'ai eu l'occasion, il y a pas longtemps, de faire encore un travail justement sur des parcours clients avec des jeunes étudiants d'une grande école parisienne. Aucun va acheter un produit à distance sans avoir d'abord regardé un test, quelque chose sur TikTok. Il va devoir vouloir que quelqu'un l'utilise, et ça, c'est quelque chose qui est pas dans la main des marques. Donc, tout ce user-generated content, comme on dit, donc le contenu généré par les utilisateurs, ça devient un autre élément de la chaîne qui est pas dans mes mains, mais qu'il va falloir que je canalise. C'est des éléments, à mon avis, essentiels. Bien sûr, les business models s'évoluent, et il y a des outils derrière qui permettent vraiment de comprendre cette connaissance client, des briques
qui n'étaient pas très matures il y a quelques années. Aujourd'hui, elles deviennent essentielles. Je peux vous parler de CDP, Customer Data Platform, tout simplement même de Retail Media, qui est une autre manière aujourd'hui de toucher mon client, c'est-à-dire de mieux le connaître sur des plateformes où j'avais pas la data et j'y accède. C'était un peu la propriété d'un Amazon il y a quelques années. Amazon est spécialiste de ça, mais aujourd'hui Sephora le fait, Carrefour le fait. Aux États-Unis, il y a des plateformes qui fédèrent ça. Je peux accéder à la data d'un client qui est pas chez moi, je peux lui proposer une offre très adaptée, je peux lui pousser des produits et je peux investir autrement. J'arrête d'acheter juste des mots-clés sur Google ou sur les réseaux sociaux. Je vais aller là où il est, au bon moment, avec le bon message et le bon produit. Est-ce que vous avez d'autres exemples à donner sur l'intelligence artificielle finalement et des mises en pratique peut-être que vous avez pu observer et qui ont concrètement contribué à améliorer l'expérience client? Ce qui est intéressant sur l'intelligence artificielle, c'est que là où on a vécu régulièrement là des modes et des nouvelles technologies qui arrivaient très vite et qui suivaient cette courbe de l'innovation, où tout le monde s'empare, puis tout le monde abandonne, et puis 10 ans plus tard, ça arrive à maturité. On est finalement, pour moi, plutôt dans les 10 ans plus tard. Parce que l'IA, c'est de l'algorithmie, ça existe depuis très longtemps. Les algorithmes en tant que tels sont au cœur d'énormément de choses dans les entreprises, dans leurs choix, dans leur manière de traiter leur logistique, dans leur manière de vous présenter des produits. En revanche, cette capacité générative qui est arrivée à maturité, elle permet des choses qui n'étaient que rêvées il y a peu de temps. Effectivement, ça permet d'améliorer le self-service. Donc je me retrouve tout seul dans plein de cas en fait aujourd'hui quand j'ai un problème, quand je veux acheter, quand je suis en after sell après l'achat, et je vais pouvoir finalement avoir un assistant quasiment permanent à côté de moi qui va pouvoir interagir avec moi et qui aujourd'hui est bluffant dans sa capacité à échanger. Je vais pouvoir personnaliser extrêmement finement les choses et plus avoir des gens qui ont dû réfléchir à tous ces parcours, mais avoir des parcours finalement qui évoluent au fur et à mesure que j'avance. Et finalement, le parcours de Marine, le parcours de Mickaël, c'est pas le parcours d'une autre personne. Et je vais pouvoir aussi augmenter les gens qui sont intéressés. L'idée, c'est pas pour moi de remplacer. On parlait tout à l'heure de centre de relations clients. Là, ça va plutôt être d'avoir un assistant avec eux qui va pouvoir leur donner la bonne réponse, filtrer, traiter peut-être la masse. Si vous appelez juste pour savoir quand est votre livraison, quelle est vraiment l'utilité d'avoir quelqu'un qui vous le dit à l'oral. Pas de valeur ajoutée, effectivement. Exactement, mais d'aller se concentrer là où il y a de la valeur. Et ces gens-là, ils ont une très forte valeur dans leur relationnel avec vous. Et c'est là où la machine va venir prendre une partie et augmenter sur le reste. Après, en avant-vente, on le voit dans les assistants produits. Aujourd'hui, il y a des choses sur le web qui sont en train de se développer où vous avez, ce qui était d'ailleurs un bot, les bots relationnels, j'ai envie de dire, ils reviennent à la mode. Il y a 10 ans, il y avait une énorme craze, ou il y a 8 ans, sur le sujet, tout le monde en faisait. Mais c'était très décevant parce que les réponses n'étaient pas très bonnes. On se retrouvait parfois une fois sur deux, d'ailleurs, sur un réseau social plutôt que directement sur le site. C'était très mauvais dans l'échange. Là, c'est en train de devenir extrêmement mature. Ouais, très puissant. Effectivement, on a tendance, je pense, à faire un peu l'amalgame entre les bots et du coup l'IA et te dire oui, en fait, c'est comme le chatbot qu'il y avait. Non, parce que le cerveau derrière, il est pas du tout construit de la même façon et donc effectivement, les résultats vont pas du tout être les mêmes. Oui, il peut vous suivre, il peut vous aujourd'hui je sais pas si vous êtes dans le monde de l'ameublement, il va pouvoir quasiment étape par étape vous accompagner et vous dire prenez une photo de ce que vous êtes en train de faire. Ah oui, non, mais vous avez pas le bon outil. Enfin, des choses qu'un humain ferait, il est capable aujourd'hui de limiter. C'est pas encore parfait, mais on voit de plus en plus de clients qui le font, beaucoup en back-office, sur les centres de relations clients. C'est là, je pense, où il y a une maturité extrêmement importante. Pas mal aussi, excusez-moi, sur des algorithmies, évidemment, et sur les meilleurs choix pour personnaliser quasiment automatiquement des réponses à un client. Ça peut être dans du média. Encore une fois, l'idée, c'est au bout d'un moment, on disait en marketing qu'on faisait beaucoup du one-to-many. Donc, j'envoie une communication à beaucoup de gens. Le rêve, finalement, c'est de faire du one-to-one, mais on n'a pas toujours un agent pour parler à tout le monde. Non. Le bot, il est quasiment capable de le faire, en fait, et de suppléer et de faire du one-to-few, on va dire, à peu, et de vous aider à personnaliser chaque réponse, chaque image, et faire de la mise en situation. Il y a des très beaux outils aujourd'hui qui permettent de se dire, demain, Marine, vous voulez acheter un produit, une chaise, vous voulez la mettre en position dans votre appartement, et il y a des outils aujourd'hui qui permettent de le virtualiser. Ça peut aller d'un vêtement, ça peut être sur un objet, ça peut être sur tout, et de se dire, oui, je prends la bonne décision. Et dans un monde de distanciel comme le digital, je pense que ça devient essentiel. Et si on revient à notre étude, est-ce que vous avez partagé à l'intérieur peut-être des cas concrets d'entreprises qui ont réussi à transformer leur expérience client en dépit finalement des difficultés économiques actuelles? Alors on en a parlé, peut-être les entreprises qui finalement avaient avancé leur pion un peu avant la crise, si je puis dire. Est-ce que vous avez observé d'autres cas concrets? Oui, tout à fait. Je pense que je sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises qui ont tout changé et tout chamboulé au dernier moment. Ça ressemble un peu à de la panique. En général, c'est pas là où on prend les meilleures décisions. Alors, le Covid a été génial pour ça en termes d'accélération sur le digital. Tout a pas été génial, mais c'est vrai que ça a cassé tous les silos. Là, la crise inflationniste, elle a pas les mêmes effets d'accélération. En revanche,
quand on prend crise inflationniste, quand on prend IA générative et qu'on prend les sujets sur le ESG, ça remodèle beaucoup de business models. Et en fait, c'est là où on trouve aussi des réponses finalement intelligentes des entreprises, fortes, notamment dans l'expérience client, pour offrir de nouvelles perspectives aux clients. Et je pense beaucoup un petit bateau, par exemple, avec la seconde main et les modes d'abonnement. Un Décathlon, on en parlait tout à l'heure sur la fidélité, mais en fait, c'est surtout la location qui me semble aujourd'hui extrêmement intéressant en termes de shift et dire j'arrête d'acheter, je loue à l'usage un produit. C'est le as a service qui était tellement répandu, qui est toujours tellement répandu dans le... dont on a beaucoup entendu parler à un moment, et là, ça se met un peu en musique, quoi. Ouais, qui revient. Et en fait, ces offres de location, ces offres d'abonnement, ces offres de seconde main, elles existent maintenant dans quasiment tous les secteurs. En tout cas, tous les secteurs de produits et pas mal dans certains secteurs de services. Les généralistes aussi se sont ouverts. Ils se sont dit, aujourd'hui, j'ai besoin de diversifier mon offre. Et c'est beaucoup passé par des marketplaces. On pense à même un printemps qui s'est ouvert via la place des tendances et d'autres qui aujourd'hui savent étendre leur offre de façon très forte et aller trouver d'autres gains. On a parlé retail média tout à l'heure, c'est une autre manière aussi de canaliser finalement sa data et d'être en capacité de la monétiser. Tout cet argent, il permet aussi d'offrir un meilleur service aux clients. Faut pas se leurrer, quand je cherche des marges, pouvoir mieux vendre à d'autres, ça me permet aussi parfois de pas augmenter mes prix ou en tout cas de les contrôler. Oui, je suis d'accord. Et en même temps, je trouve ça innovant et ça répond, c'est innovant dans la proposition de valeur. Ça permet bien évidemment à la marque d'avoir une maîtrise plus complète de la chaîne de valeur de ses produits ou de ses services, mais ça permet aussi de répondre, là, sur tous les exemples que vous avez cités, aux enjeux économiques des consommateurs aujourd'hui, la location, l'abonnement, voilà, le fait de pouvoir payer finalement à l'usage, et tout en, finalement, c'est un peu un win-win sur les cas concrets que vous avez présentés. Tout à fait. Et je pense que ça devient important. C'est redonner un peu la main au consommateur sur sa manière de consommer. C'est un sujet qui est important vis-à-vis de sa capacité à payer, mais c'est aussi important sur ce qu'il veut consommer. Et donc, et on parle toujours de ces notions de ESG et surtout d'environnement. C'est important. Le client a envie de faire des choix et on n'a pas envie qu'on l'oblige finalement à acheter des choses très larges. S'il peut choisir juste pour une heure, juste pour un jour ou juste pour un usage, tant mieux pour lui et tant mieux pour nous tous. Quelle leçon est-ce qu'on peut tirer finalement de ces études de cas pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur expérience client? Est-ce qu'il y a j'ai envie de dire, c'est peut-être des astuces, ce serait peut-être un peu péjoratif et un peu simplifier la chose, mais en tout cas, quels sont les insights qu'on peut donner aux entreprises qui veulent améliorer leur expérience client, qui peut-être n'ont pas pu ou pas eu les ressources pour placer leurs pions en amont comme d'autres entreprises? On a cité des marques qui sont quand même gigantesques. Est-ce que aujourd'hui, on a la possibilité, nous, d'avancer nos pions à l'heure actuelle? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'on peut le faire? Et comment est-ce qu'on pourrait le faire? Toutes vos questions sont bonnes, elles sont très très larges. Et je pense que je pense que c'est les mêmes questions que se posent les entreprises quand elles s'adressent à ce sujet. C'est une montagne, un Everest. Et en fait, j'ai envie de dire, repartons de l'essentiel. Ça va peut-être être un lieu commun, mais déjà, est-ce que j'écoute mes clients? Est-ce que je sais ce qu'ils veulent? Est-ce que je sais ce qu'ils sont? La voix du client. Je suis capable de, évidemment, la voix du client, pour moi, c'est le basique du basique, mais c'est encore quelque chose qui est trop peu utilisé chez nos clients. C'est une voix du client d'ailleurs qui est push ou pull, donc active ou quelque part subie. Je vais chercher de l'indicateur ou je vais regarder simplement ce qui se passe aujourd'hui sur tous les réseaux que je maîtrise ou que je maîtrise pas pour comprendre ce qui se passe. Et être en capacité de l'entendre, c'est surtout être en capacité de l'analyser et d'agir. Parce que si j'agis pas dessus, ça ne sert absolument à rien. À la limite, n'écoutez pas, parce que vous allez entendre des choses. Ça ne sert à rien. En fait, vous avez branché un truc, mais vous ne l'utilisez pas ou pas correctement. Ça peut aussi être un autre cas de figure. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui en sort de ça, c'est des indicateurs. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont intégré ces indicateurs de satisfaction client au cœur de leur dashboard jusqu'au COMEX. Et ça devient essentiel. En revanche, faites des vrais indicateurs, faites pas des KPI qui sont là pour se dire bravo. J'entends beaucoup de choses autour du NPS, on a pu porter ce genre de programme chez des clients. Si l'idée c'est de dire j'ai un 50, j'ai un 70, ça veut rien dire. L'idée c'est de pouvoir agir dessus. D'ailleurs, c'est très facile d'avoir un bon NPS, il suffit de poser la question au bon moment. Il faut la poser juste après une transaction. Attendez, tout le monde sait le faire d'ailleurs, c'est ce qui existe. C'est pour ça que les indicateurs que vous voyez apparaître sur les qualités de produits et autres, pendant longtemps, quand elles viennent de l'entreprise, vous y croyez pas. Parce qu'il vous a posé la question au bon moment, il a toujours 5 étoiles. C'est pour ça que des Trustpilot & Co se sont insérés dans la chaîne et demandent un peu plus tard. Mais c'est pour ça que le NPS, qui est pas d'ailleurs un indicateur qui devrait être public, c'est un indicateur pour vous d'amélioration continue, il faut qu'il soit demandé partout dans le parcours client. Vous parlez de cette étude, on a ce NPS dans cette étude, et chaque année je suis confronté au même échange avec des marques qui me disent, je comprends pas, votre NPS il est 30 points, 40 points en dessous du mien. Je dis, mais c'est normal.
Je prends un exemple des compagnies de crédit. Ils me disent, moi j'ai un super NPS. Oui, mais vous le demandez après que la personne ait eu son crédit. Moi, je le demande aussi aux gens qui l'ont pas eu. Ils sont pas contents, eux. Vous vous privez d'une partie de cette écoute, d'une partie de cette vision en regardant qu'une partie du parcours. Il faut presque l'avoir depuis le prospect jusqu'à la vente et l'après-vente. Et celui qui ne rachète plus, peut-être se poser la question aussi. Et quelque part, c'est la technique de l'autruche. C'est je n'entends que ce que j'ai envie d'entendre. C'est dommage. Et au cœur de tout ça, c'est la data client. C'est qu'est-ce que je suis capable de faire de cette data, comment je la lie à d'autres indicateurs et comment j'en fais quelque chose. Donc c'est être en capacité de l'avoir, c'est en capacité de l'exploiter et de l'utiliser. Et j'ai envie de dire tout ça, ça passe pas sans une culture client, une culture data client. Et les basiques du basique, c'est des parcours, des personas. Je sais qui sont mes clients, je sais quel parcours je veux leur offrir, j'ai une vision et j'ai des indicateurs et des outils qui me permettent de le suivre. Je peux le faire à différents moments, je peux le faire de différentes manières, je suis pas obligé de mettre des moyens absolus. Mais si j'ai même pas ça, comment est-ce que vous voulez offrir une expérience que vous contrôlez pas? Quelle est l'importance de l'adaptation et de l'innovation quand on veut piloter une expérience client optimale en tenant compte finalement de tous les défis en tant qu'entreprise auxquels on fait face au quotidien? Comment est-ce qu'on trouve ce parfait équilibre entre je développe mon entreprise, elle a une santé financière qui est bonne, elle se pérennise et en même temps, je fais preuve d'adaptabilité et j'innove dans l'expérience que je propose à mes clients? Pour moi, c'est essentiel, cette capacité. Alors, on a beaucoup parlé des méthodes agiles dans le delivery de projets. Je pense qu'il y a une histoire de mindset agile autour de l'expérience, une capacité à se réinventer et à se remettre en cause. La transformation digitale, moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dessus, une quinzaine d'années que c'est devenu un sujet prégnant pour toutes les entreprises. Et on continue à rencontrer des entreprises qui nous disent ouais mais moi j'ai toujours fait ça a toujours bien marché, pourquoi ça marcherait pas demain? Faut avoir une vraie volonté de se réinventer et d'accepter de se réinventer. Les maisons de luxe qui ont parfois presque 100 ans ou plus sont en constante réinvention dans toute leur manière de faire. Elles acceptent à un moment que la mode c'est ce qui se démode. Donc il va falloir changer régulièrement. Le monde en plus il est changeant. Si j'en crois un certain nombre de gens plus intelligents que moi, il va de crise en crise. Donc il va falloir avoir des capacités d'une organisation, des outils, les méthodologies et les process qui nous permettent de changer régulièrement et d'aller parfois un peu plus sur un aspect, parfois sur un autre, faire changer les produits, faire changer les services, changer les manières de délivrer. Le monde évolue de plus en plus vite, faut aller chercher le client là où il est. Pour moi, c'est une réponse évidemment aux crises, mais c'est surtout une anticipation du monde de demain. Et derrière tout ça, c'est les basiques, c'est de la conquête de territoire, c'est se conserver ses marchés, c'est garder un temps d'avance. Je parlais il y a pas très longtemps justement à un des leaders de la fashion en France et dans le monde. Il demandait pourquoi faire la voix du client et son principale raison qu'elle m'évoquait, c'était garder un temps d'avance sur mes concurrents. C'était comprendre ce qui se passait, comprendre ce qui se passe demain et faire des choix. Ça veut pas dire qu'on suit tout, surtout pas. Il faut pas se réinventer toutes les 2 minutes, ça marche pas non plus. Mais c'est faire les bons choix et sans avoir quelque part les yeux ouverts, on n'y arrive pas. Et si on n'a pas une culture qui permet de se mettre rapidement en branle quelque part et de changer et de s'adapter, on n'y arrive pas. Et ça passe par des outils, vraiment, de plus en plus. Et ça passe par des hommes. Sans ces hommes formés et avec le bon mindset, on voit de plus en plus d'entreprises qui disparaissent malheureusement parce qu'elles s'adaptent pas. Je suis d'accord. Homme avec un grand H, je précise. Pardon, hommes et femmes, ou femmes et hommes d'ailleurs. Est-ce que vous pensez sincèrement que parmi les 7000 personnes que vous avez interrogées dans l'étude, ils ont été, alors peut-être qu'ils s'en rendent même pas compte, mais sensibles justement à cette agilité, à cette adaptabilité, et finalement que les marques qu'ils ont citées, qu'ils ont scorées, ce sont des marques qui ont fait preuve d'adaptabilité et d'agilité? Alors, on leur pose effectivement pas la question sous cet angle-là, mais je suis pas revenu sur la méthodologie. J'avoue que quand on prend un NPS, quand on prend un CSAT, quand on prend ce genre d'indicateurs un peu communs, c'est pas toujours facile de les manipuler. Donc nous, ça fait maintenant 10 ans qu'on a mis en place ce qu'on appelle les leviers de l'expérience client. On pose 6 autres questions autour de l'empathie, la résolution des problèmes, l'intégrité des entreprises, la personnalisation, le temps à l'effort et les attentes, qui nous permettent d'avoir finalement des sous-questions, des leviers de cette expérience, des divisions de cette expérience, qui permettent de comprendre ce qui fait bouger effectivement la perception d'un client de cette expérience. Et que vous dites très justement, cette agilité, elle joue pas mal dans est-ce que j'ai l'impression qu'on m'écoute, toujours plus, toujours moins? Est-ce que j'ai l'impression que ça a été personnalisé ou pas du tout? Est-ce que j'ai besoin de faire de plus en plus d'efforts, de moins en moins d'efforts quand je suis dans un acte d'achat, quand je suis dans un acte de remboursement? Et c'est bien ça qu'on traque, et c'est ça aussi qu'on voit dans les verbatims. Faut pas se leurrer. La rigidité des entreprises, la volonté de plus s'adapter, le côté où j'appelle quelqu'un et j'ai un script qui m'est lu, c'est des choses qui aujourd'hui, je peux dire que ça révolte les clients, mais en tout cas, ça les rebute. Mais ils le sentent, en fait, de toute façon, c'est déjà, si jamais vous avez un doute, sachez que les clients le sentent. Bien entendu. Petite capsule sur la méthode de l'étude, parce que moi, j'aimerais bien en savoir plus et se dire, en fait, je vais télécharger l'étude. Ça va répondre à quelles questions et qu'est-ce que je vais pouvoir trouver à l'intérieur?
Alors, l'étude, c'est vraiment un baromètre, donc j'ai envie de dire, c'est une prise de température annuelle de l'ensemble des marques qui sont citées. Donc, il y a 194 marques aujourd'hui dans l'étude sur les 233 qu'on visait parce qu'il faut un minimum de répondants. Aujourd'hui, vous allez avoir une vision secteur, vous allez avoir une vision tendance, vous allez avoir une vision d'ailleurs sur l'ESG qui est un nouvel indicateur aujourd'hui, perception de l'ESG, à quel point une entreprise, et d'ailleurs les chiffres sont étonnants dans le sens où ils sont mauvais. Le meilleur à 6 sur 10, donc c'est a priori, on n'est pas encore dans une perception où les entreprises font bien leur job. En tout cas, c'est pas compris par les consommateurs aujourd'hui. Il y a une vision sectorielle, comme je vous le disais. La réalité, c'est que si vous voulez plus d'informations, et je vous en enjoins, si vous faites partie des gens de cette étude, n'hésitez pas à nous contacter. On est capable de vous présenter, d'ailleurs à titre absolument, j'allais dire gracieux, mais dans une volonté tout simplement d'échange, de vous présenter vos propres résultats dans une vision un peu benchmarkée. C'est quelque chose qu'on fait comme ça avec une 50aine de clients par an, un peu plus de grandes marques, pour échanger. Mais c'est quelque part une prise de pouls à un moment et une vision très experte sur des cas effectivement précis de réussite, un certain nombre de lauréats qui s'en sortent mieux, essayer de comprendre pourquoi ils s'en sortent mieux, et puis des grandes tendances par secteur quand même, parce que comme vous le disiez très justement durant ces échanges, tous les secteurs sont pas égaux et c'est très compliqué de comparer la logistique, l'assurance, l'énergie. Mais l'expérience client, elle est complète. Aujourd'hui, c'est pas parce que vous êtes en face de votre banquier que vous attendez à une expérience moins bonne que quand vous êtes sur Amazon. Je crois que les gens ont fini par le comprendre, mais cette expérience, elle est perçue de la même manière et on a les mêmes attentes au final, voire des attentes parfois supérieures quand on paye plus cher. Pour clôturer cette première partie de notre conversation, puisque du coup, on a un deuxième épisode qui est prévu ensemble où on va pouvoir approfondir la notion de ESG. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si on devait finalement lister quelques conseils qu'on pourrait donner aux dirigeants, aux professionnels du digital pour améliorer l'expérience client dans ce contexte inflationniste, du coup, qui quand même, on sent, irrite ou sensibilise tout le monde. Quels seraient-ils? On a parlé d'agilité, d'adaptabilité, de voix du client. Si on pouvait repartir avec une checklist, Michael, à leur donner, quelle serait-elle? J'avais envie de vous dire, mais faites-vous aider. Alors, je prêche un peu pour ma paroisse. Et effectivement, allez chercher un œil extérieur, en tout cas, à ça, et rester très ouvert au monde qui est autour de vous. D'ailleurs, le monde proche et lointain. Parce qu'en fait, on a une tendance à se benchmarker ou à se comparer très fortement à mes 8 concurrents connus. Erreur. Mais allez regarder au-dessus, allez regarder les best in class, allez regarder sur un aspect ce que font d'autres industries qui sont peut-être pas similaires, mais qui ont des bonnes idées quand même, et allez regarder les nouveaux entrants. C'est ces gens-là qui demain vont venir essayer de prendre une partie de votre chaîne de valeur. La connaissance client, pour moi, c'est essentiel. S'il fallait checker, effectivement, c'est utiliser la connaissance client pour challenger le statu quo. Aujourd'hui, les sacro-saintes organisations silotées sont des gens qui vous disent j'ai toujours fait comme ça a toujours marché, et c'est très compliqué en politique interne de les convaincre. En revanche, quand on a la voix du client, quand on a cette capacité à dire mais le client lui veut pas, t'écoute pas, et d'ailleurs on est en train de perdre des parts de marché, c'est beaucoup plus facile de le convaincre, plus facile à aller chercher à l'extérieur. Et après, j'ai quand même envie de vous dire, concentrez-vous évidemment sur tous ces sujets de data, d'outils, mais surtout anticipez un futur qui est déjà en marche. La transformation digitale, c'est 15 ans, 17 ans de désorganisation des entreprises, de montée en compétences, d'investissement. Je suis pas persuadé que la révolution de l'ESG et celle de l'IA sont pas pires. Elles sont en train d'arriver, elles vont être au moins aussi difficiles, au moins aussi violentes, elles sont au moins aussi transverses, et elles demandent de l'organisation, elles demandent des ressources, elles demandent de changer sa manière de penser. Et ça, c'est essentiel de s'y atteler sans attendre, quelle que soit la taille de mon entreprise. À la limite, j'ai envie de vous dire, tant mieux si vous êtes une petite entreprise, c'est peut-être plus facile, vous êtes plus agile souvent, c'est un acte finalement de managériat fort, mais on peut changer. On travaille pour des très grosses entreprises du CAC 40, parfois ça demande un peu plus de difficultés, elles ont peut-être plus de moyens, mais elles sont aussi beaucoup plus lourdes à faire tourner. Le paquebot, il fait pas le même tour que l'optimiste sur la mer Méditerranée. Michael, écoutez, pour moi, c'est très clair sur cette première partie d'épisode. J'aime bien terminer mes épisodes avec 3 questions qui sont un peu des petites surprises. Elles sont très courtes, vous allez voir. Quelle est votre meilleure expérience client, Michael? Alors, je pense vraiment que bizarrement, mes meilleures expériences clients sont souvent quand j'ai eu un problème et que j'appelle quelqu'un pour m'aider, que la personne m'écoute. Et même quand elle me résout pas mon problème, en fait. Parfois, j'ai juste ce besoin-là de pouvoir m'exprimer et d'avoir quelqu'un en face qui est vraiment fait preuve d'empathie et qui va trouver une solution quelle qu'elle soit. Elle a pas besoin d'être très forte. Je me souviens d'avoir eu un changement complètement de mindset vis-à-vis d'un grand site de réservation en ligne d'hôtels. Pendant le Covid justement, parce que j'avais un week-end réservé à l'époque avec ma femme et j'étais très embêté, et je me suis retrouvé alors que tout le système était fait pour pas pouvoir changer, pas organiser, et puis ils avaient décidé que ça allait être beaucoup plus simple pendant cette période-là. Ils avaient mis un numéro de téléphone,
Je me suis retrouvé à appeler quelqu'un, je l'ai eu tout de suite, il était extrêmement sympathique, il m'a parlé comme un humain, il a trouvé des solutions avec moi et je pense que mes 10 derniers voyages, je les ai réservés là. Ça a marché. Et à l'inverse, Michael, quelle est votre pire expérience client? Je pense que c'est un truc très spécifique, les pires expériences clients. C'est dans des moments de tension. Et typiquement, quand vous faites un cadeau à quelqu'un que vous aimez et que vous savez pas trop où vous voulez aller et que vous vous retrouvez à aller dans un univers qui est pas le vôtre. Et typiquement, rentrer dans une boutique qui est peut-être pas tout à fait celle où vous avez l'habitude de mettre les pieds, qu'on vous demande de faire la queue à l'entrée, que vous devez attendre que quelqu'un se libère pour vous parler. Qu'en fait, pendant ce temps-là, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez regarder. Et qu'au final, on vous dise, c'est quoi, regardez sur votre téléphone, c'est là où vous trouvez les produits que vous allez me demander que je vais vous amener. Qu'on vous dit oui, je peux vous offrir un café, un champagne, mais vous n'avez pas envie d'y passer 2 heures, parce que moi j'avais pris 10 minutes dans ma pause déj pour aller faire un achat. Au final, tout ça, c'est une expérience qui est pas du tout adaptée à moi en tant que quelqu'un qui va faire un cadeau. Ça s'adresse pas à moi. Peut-être que la personne à qui j'aurais fait le cadeau aurait adoré cet endroit-là, aurait passé 1 heure extrêmement heureuse à faire des tours, découvrir des choses. Moi, j'ai vécu un enfer de l'entrée à la sortie, voire au paiement, qui a pris un cérémonial extrêmement long et rien n'était adapté pour moi. Et d'ailleurs, on m'a filé un nombre d'instructions pour m'expliquer ce que c'est. Il se trouve qu'à l'époque, c'était un sac, à quel point il fallait l'entretenir et tout. J'avais l'impression d'en sortir avec un problème plus qu'un cadeau à offrir. Et alors que c'était fait avec une personne humaine avec moi tout le temps, qui a été extrêmement sympathique, c'est pas la question. Moi, j'ai pas du tout aimé du début à la fin. Je pense que c'était pas du tout adapté à qui j'étais, et donc à mon persona, si je veux dire, parce qu'ils ont décidé de me traiter exactement comme ils traiteraient leur client normal, pour qui ça marche peut-être très bien, mais c'était pas moi. C'est hyper intéressant comme feedback. Merci beaucoup, Michael. La dernière question, Michael, c'est qui aimeriez-vous, alors ça peut être une personne ou une marque, entendre parler d'expérience et de relations clients sur ce podcast? Alors, je sais pas qui vous avez déjà entendu, parce que j'ai pas regardé les 70, je crois, épisodes. Comment ça, vous n'avez pas écouté les 70 épisodes? Vous êtes très, très productive, donc c'est très compliqué. Quand on parle, je sais pas si vous avez eu beaucoup de marques de luxe. Elles sont très secrètes. Elle parle trop peu et ça met beaucoup, enfin, je le dis, même pour les auditeurs, ça met trop de temps de vouloir préparer les épisodes, de faire valider, etc. Ouais. C'est vraiment trop fastidieux. Mais j'aimerais, mais c'est fastidieux. Non, je comprends absolument. Il y a certaines, en tout cas, des pure players, un peu plus récents, ou des gens qui sont en train de tenir. Peut-être un Jacques Mus, aujourd'hui, qui a une autre vision de son positionnement et qui a un digital extrêmement poussé, je trouve, qui a un service client d'ailleurs assez quali, justement. Ouais, je leur ai déjà écrit pour leur proposer. J'avoue, je confesse que j'ai pensé à Jacques Mus. C'est un monde intéressant, le luxe. J'ai le plaisir d'y travailler avec certains clients. Ils ont un sujet, ils ont une marque extrêmement forte. L'expérience client, pour eux, c'est essentiel, mais l'expérience client, c'est le client. C'est l'expérience de la marque vers le client. C'est pas toujours l'expérience que le client vit dans sa vie de tous les jours. C'est un autre paradigme. Certains ont commencé à changer ça, et je trouve ça passionnant parce que si eux arrivent à changer, il n'y a pas grand monde d'autre qui peut pas changer en termes de secteur et en termes d'entreprise. Merci beaucoup, Michael. Merci pour tous ces insights que vous nous avez donnés pendant cet épisode. Pour celles et ceux qui souhaitent télécharger le baromètre Customer Experience Excellence, vous pouvez retrouver le lien directement dans le descriptif de l'épisode. Je vous invite à y accéder et à découvrir ce baromètre très complet, à en prendre connaissance. Et puis, on se retrouve dans deuxième capsule, finalement, qu'on enregistre ensemble, Michael, qui est dédiée à une thématique bien précise, la méthodologie pour intégrer l'ESG dans l'expérience client. Merci encore, Michael. Merci beaucoup, Marine. À très vite. Et voilà les amis, merci d'avoir écouté l'épisode. Si il vous a plu et que vous avez quelques secondes, je vous propose de partager ce que vous avez retenu de l'épisode sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité de nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le fait de mettre ces 5 étoiles et un commentaire, ça va booster l'algorithme. Et pour finir, je vous rappelle que si la boîte à outils du client existe, c'est parce que c'est le produit dérivé du podcast et c'est ce qui nous sert à financer la création du podcast, puisque vous l'avez probablement vu, le podcast n'est plus sponsorisé. Donc c'est la source de financement principale et c'est aussi bien évidemment un formidable outil à utiliser au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.